Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est Excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio tous les dimanches à 19h. Le salon de l'agriculture s'est terminé aujourd'hui, il m'apparaissait donc évident de vous proposer ce soir deux invités qui agissent chacun à leur manière pour une agriculture d'excellence plus saine et plus durable. Il est ancien avocat, ancien homme politique, sans oublier ancien député socialiste et ministre de l'économie de François Hollande. L'homme de conviction Arnaud Montebourg dirige depuis peu, c'est tout chaud, la maison de vente Pierre Berger, je viens de l'apprendre, mais il s'est surtout lancé avant cela dans l'entrepreneuriat en multipliant les expériences Made in France avec entre autres des agriculteurs bio. Arnaud Montebourg ne s'arrête jamais, vous l'aurez compris chers auditeurs, il vient aujourd'hui nous raconter ses combats sur Sud Radio et plus encore on l'espère. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Merci de votre invitation. Avec un grand plaisir. Il vient tout juste de gagner le second prix de la 10e édition du concours national de la création agroalimentaire biologique du Salon international de l'agriculture. Nicolas Estrade nous propose avec son associé François Bédoussac des boissons végétales issues de leurs propres céréales cultivées, les petits grains des arbolets sur le site de la ferme des Granolettes dans le Gers. Tout cela bien entendu tout en bio et en 100% responsable. Considère-t-il l'agriculture comme un acte militant? Ça me paraît évident et on va lui demander comment. Bienvenue sur Sud Radio, Nicolas Estrade. Merci Judith et bonjour à tous. Et puis vous, chers auditeurs, c'est Excellent. Bienvenue chez vous. Alors Arnaud Montebourg, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'agriculture, tout de même un point, vous avez tout juste pris la présidence de la maison de vente Pierre Berger et Associés après l'entrepreneuriat Made in France, une nouvelle aventure tricolore mais pas dans l'art, mais plutôt dans l'art cette fois-ci, toujours dans l'idée de faire rayonner l'exception française, c'est ça, c'est votre leitmotiv. C'est vrai que j'ai vécu comme une forme de blessure, le fait que de voir l'industrie française s'écrouler, qu'il faut remonter méthodiquement. L'agriculture n'est pas dans une grande forme, elle a perdu des parts et des places dans la compétition mondiale, alors que nous sommes un pays extraordinaire de cocagne. Et il est vrai que la façon dont les maisons de vente ont été accaparées par des marques anglo-saxonnes me blesse aussi. Donc c'est une manière de défendre la France. En tout cas, c'est le combat d'une vie dans ses formes différentes. Donc à chaque fois, je m'associe avec des gens de métier. Donc là, ce sont des commissaires-priseurs, parce que Alexandre Landre, un jeune commissaire-priseur de la région de Beaune, qui sait vendre du vin au monde entier, eh bien, il fallait s'associer pour reprendre une maison qui était à terre et défendre l'héritage de Pierre Berger. Mais dans l'agriculture, que je connaissais humainement, que j'appréciais pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour ce qu'il avait fait pour aider Yves Saint-Laurent, tout le rayonnement de la France. Il a une œuvre extraordinaire. Il fallait propager et porter encore plus loin son héritage. Dans l'agriculture, c'est la même chose. Nous devons... Quand on était au salon de l'agriculture ces derniers jours, 60% des fruits et des légumes consommés par les Français sont importés. Nous arrachons des vergers éco-responsables en France. C'est inadmissible. Donc il faut les replanter, il faut les reconstruire. J'ai entendu que le gouvernement avait un plan de souveraineté dans les fruits et légumes. Enfin. D'accord. Oui, c'est votre mot, ça. C'est pas le mot, c'est la nécessité. Bien sûr. C'est pas le mot, c'est la nécessité. Alors avant cette nouvelle aventure chez Pierre Berger, depuis 2017, vous êtes devenu entrepreneur, notamment dans la production de miel et d'amandes, avec la création de la marque Bleu Blanc Ruche, la compagnie des amandes et puis les crèmes glacées bio, la Mémère, que vous venez de lancer, sans oublier les startups que vous avez initiées ou que vous soutenez. L'entrepreneuriat, finalement, quand on y goûte, difficile de s'arrêter. C'est un peu comme la politique, même si vous, pour le coup, ça, vous avez mis un point final à la politique, a priori. Écoutez, j'ai pas d'électeurs, donc je m'arrête, c'est pas grave, on n'en meurt pas. C'est une histoire de conviction aussi, non? Oui, moi je ne veux pas faire de compromis, donc c'est ça qui me coûte, mais c'est pas grave. Dans l'entrepreneuriat non plus. Mais au moins, je peux. Je peux le faire parce qu'il y a toujours des gens qui vous soutiennent. Alors, je dois vous dire que dans l'agriculture, c'est vrai, je me suis intéressé d'abord au miel et évidemment aux pollinisateurs, les abeilles qui le produisent, mais aussi aux amandes qu'il fallait replanter parce que tant la filière apicole est écroulée dans notre pays. Je vous rappelle qu'on consomme 45 000 tonnes de miel par an, on en produit 16 000. Alors qu'il y a 20 ans, c'était l'équilibre, montrant qu'il y a eu un écroulement. La filière amande, on consomme 43 000 tonnes d'amandes par an, on en produit 800 tonnes. Incroyable. Donc il fallait relocaliser. Bien sûr. Et la glace, elle est tenue par qui? Des marques, Unilever, General Mills, Nestlé, qui ne sont pas en France, qui produisent en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Hollande, et nous importons. Donc, reconstituer des marques françaises et
à partir du savoir-faire français. Oui, bien sûr. Alors, on m'a dit, mais pourquoi le miel, les amandes, le lait? Je dis, ce sont les 3 ingrédients des 3 religions monothéistes qu'on trouve dans les 3 grands textes. Donc, c'est une manière de réunifier l'humanité. Donc, c'est conscient chez vous, ce choix, quoi. En fait, c'était inconscient, mais j'ai pris conscience que ça disait beaucoup de choses. C'est ça. Alors, pour les 3 marques en question, vous vous appuyez sur des fournisseurs, hein, vous l'avez dit, un apiculteur, un éleveur laitier ou un arboriculteur. Et alors, chose étonnante, vous leur achetez leur production à un prix supérieur à celui du marché. Comment est-ce que vous faites pour financer, rentrer dans vos frais? Est-ce que vous rentrez dans vos frais? Écoutez, la Bleu Blanc Ruche, dans le miel, est une petite entreprise qui n'a pas beaucoup de croissance, mais qui est rentable. D'accord. Voilà. Bon. Donc ça permet de faire vivre cette marque et de soutenir quelques apiculteurs. Bon, c'est pas gigantesque, on n'a pas réussi à bouleverser le marché, mais nous sommes là. Oui, mais c'est la théorie du colibri, quoi. Voilà. Une petite goutte d'eau. Dans les amandes, nous avons un modèle, nous avons réinventé un modèle, et je parle devant un agriculteur qui va tout de suite comprendre de quoi je parle. Nous, on n'achète pas la terre. On n'est pas des Américains, des Chinois. Et on pense d'ailleurs que tout ce qui est immobilisé de capital pour investir dans le foncier, c'est de l'argent très lourdement investi et qui est paralysé, qui ne sert pas. En tout cas, il est là et on est obligé. Et c'est ce qui pèse sur le bilan des exploitations et qui empêche les transmissions. Vous savez que la transmission va être de plus en plus dure au fur et à mesure que le prix de la terre va monter. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'agriculture va se reconstituer, retrouver de la force, ce sera de plus en plus dur de céder la terre, y compris à ses enfants. Donc ça va être un problème, le prix de la terre. Donc nous, on ne s'intéresse pas à ce prix-là, parce que nous respectons l'histoire agricole française, qui est l'histoire de la Révolution française, où les paysans ont obtenu le droit de cultiver leurs terres contre la noblesse et le clergé. Et ont repris cette terre pour la détenir et l'exploiter. Donc nous nous associons avec des paysans sur leurs terres, où ils sont chez eux et majoritaires. Et nous sommes des actionnaires minoritaires et nous finançons et nous les dérisquons. C'est ça, nous finançons dès, par exemple, pour les amandes, dès la plantation du verger. Nous finançons les plants, les investissements, nous finançons l'irrigation quand il y en a besoin. Nous faisons une chose qui est complètement nouvelle, et c'est ce qui a bouleversé un peu dans le Midi. Il y a eu quand même des réactions assez intéressantes et positives d'ailleurs. C'est que depuis le néolithique, un paysan ne gagne sa vie que quand il récolte. Mais nous, on a dit, on va vous payer avant pendant que vous travaillez l'arbre. C'est-à-dire pendant 6 ans, avant que l'arbre soit à sa maturité. Et donc, nous avons eu 3500 hectares de déclarations de candidature pour venir travailler avec Compagnie des Amandes. Aujourd'hui, on en a qualifié entre... Là, c'est 300 signés plantés et 600 à l'été. 600 hectares, on va aller à 1000, je pense, à l'hiver prochain. Bravo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce modèle économique, on partage la valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on dérisque le paysan sur le plan financier. Pas de dette. On le dérisque sur le plan commercial. On a déjà vendu la production avant même que les arbres soient plantés. On le dérisque sur le plan technique, parce qu'on a l'INRA dans notre capital, et l'expérience que nous mutualisons sur le machinisme agricole, sur les maladies, sur le travail de l'arbre, sur les pratiques agroécologiques que nous essayons d'insuffler. Tout ça, on a fait une équipe de l'amande, en fait. Et on travaille en commun. Et surtout, on est en train de construire l'usine qui nous met au prix espagnol, c'est-à-dire compétitif. On va relocaliser la case des amandes françaises qui partent en camion en Espagne pour revenir. On va le faire dans le Var, à Signes, tout près de Toulon. Bravo. Alors ça, c'est un travail très dur, mais c'est intéressant parce que c'est un modèle économique qui a fait fortune, en quelque sorte, dans les esprits, puisque beaucoup d'autres filières commencent à s'interroger sur le fait qu'on puisse s'associer avec un paysan pour créer une exploitation, la financer à 51 pour le paysan, 49 pour l'associé, et que lui-même est dérisqué. Et ça, et surtout, on partage la valeur. Parce énorme, que le transformateur, le distributeur que nous sommes, on est aligné sur l'agriculteur. Donc, nous, on n'achète pas les amandes. On les produit ensemble, et on les vend ensemble le plus cher possible, et on partage la valeur 51-49. Alors vous nous parlez de partage des valeurs, et Nicolas Estrade, à la ferme collective des Granelettes, vous produisez donc des céréales bio, il y a de l'épeau, de l'avoine, du soja, vous êtes spécialisé vraiment dans le soja et dans les céréales en général. Vous les transformez ensuite et vous arrivez à créer de la valeur ajoutée, vous, pour vos hectares. Expliquez-nous un petit peu comment vous faites, justement. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'abord agriculteur bio. Je produis des céréales sur une toute petite surface, c'est-à-dire 15 hectares.
Je le fais grâce à une installation sur une ferme collective sur laquelle on a de l'utilisation du matériel agricole en commun. Ouais. Donc ça c'est déjà fondamental parce qu'il faut savoir que à l'heure actuelle, pour faire vivre un agriculteur bio en grande culture, c'est à peu près une centaine d'hectares. Donc moi je suis installé sur 15 hectares et donc j'ai pris le parti de transformer l'intégralité de ce que je produis sur mes terres pour faire de la valeur ajoutée à l'hectare et créer de l'emploi. Et donc là sur les 15 hectares à l'heure actuelle, nous sommes 2 à travailler pour produire de la matière première et ensuite avoir toute la chaîne d'augmentation de la valeur ajoutée avec du triage, stockage des graines et un atelier agroalimentaire. Et on va jusqu'à la commercialisation en circuit court sur des magasins, des épiceries, des réseaux de proximité très territorialisés et bien sûr aussi des magasins jusqu'à Paris. Mais du coup, nous, on essaye de garder à chaque instant cette valeur ajoutée au sein de la ferme et pour l'agriculteur. Oui, parce que ce que vous m'avez dit, c'est qu'un céréalier grande culture, il fait vivre une personne pour 100 hectares, hein, c'est ça. Donc là, vous êtes 2 sur 15, ce qui est assez compétitif et bravo. Oui, hein. Tout à fait. C'est un autre modèle. Un nouveau modèle. Voilà. C'est un autre modèle, mais c'est un modèle d'agriculture paysanne. Nous sommes 5 exploitations agricoles sur une ferme de 140 hectares, 7 chefs d'exploitation installés avec des DJA. Voilà, tout le monde est en agriculture bio. Derrière, on valorise principalement en circuit court. On fait manger des collectivités, des enfants dans les collèges, dans les cantines scolaires de différentes villes, dans le Gers, en Haute-Garonne aussi. Donc c'est vraiment votre rôle premier de nourrir bien la population. Exactement. On va continuer tout de suite cet échange dans cet excellent ce soir avec vous, l'entrepreneur et ancien ministre de l'économie engagé Arnaud Montebourg et le céréalier second prix, attention, 2023 du concours national de la création agroalimentaire biologique du Salon international de l'agriculture Nicolas Estrade. C'est excellent sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs. C'est excellent avec l'entrepreneur et ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg et l'agriculteur céréalier et producteur bio Nicolas Estrade. Alors Nicolas Estrade, je l'ai dit, vous venez de remporter le second prix de la 10e édition du concours national de la création agroalimentaire biologique du Salon international de l'agriculture 2023 pour vos boissons végétales de la ferme des Granolettes. Alors elles s'appellent les petits grains des Arbolettes et elles sont produites directement des céréales que vous faites pousser au sein du collectif fermier des Arbolettes dans le Gers. Alors tout d'abord, bravo, c'est excellent. C'est un vrai engagement. Et puis donc votre spécialité à la ferme des Granolettes, ce sont les céréales, vous l'avez dit, le soja, dans le respect des principes de l'agriculture biologique et de la conservation. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce que ça veut dire et ce que ça implique pour vous, Nicolas ? Bien, c'est un modèle agricole qui est peu consommateur d'énergie, de pétrole, d'énergie fossile, dans le sens où on va faire une agriculture bio en touchant le moins possible le sol, derrière sans intrants, c'est-à-dire qu'on a des couverts végétaux qui vont travailler le sol à la place des outils, on va dire. On va essayer de mélanger graminées et légumineuses pour acquérir un peu de l'azote dans les sols qu'on va ensuite remettre à la terre chaque année en fin d'hiver pour pouvoir remettre un peu de matière organique dans nos sols, en tout cas dans le Gers qui en manque beaucoup. Voilà. Ouais. Et derrière, on est une ferme en polyculture élevage sur lequel on a des cycles de matière où rien ne se perd, mais vraiment tout se transforme. Tout ce qui est produit sur les fumiers de la ferme en bergerie, chèvrerie retourne à la terre. Il n'y a pas d'exportation des pailles. Et derrière, les résidus agroalimentaires, par exemple, du petit lait de la bergerie ou bien de mes drèches de brasserie ou de l'ocara du soja retournent à l'élevage de cochons plein air. D'accord, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Oui, tout à fait. Ouais, on essaye de faire rentrer le moins d'intrants possible. Donc on a très peu d'intrants. On n'a pas d'amendement biologique. On ne recourt pas à ça et on fonctionne forcément avec des rendements qui sont plus faibles. Oui. Mais il n'empêche que derrière, on a une agriculture non pas productiviste, mais productive. Voilà. Pour l'ensemble des... Qui n'abîme pas les sols. Et qui, en tout cas, les conserve le plus possible. Voilà. Alors, comment vous est venue l'idée, justement, de transformer vos graines en boissons végétales et pourquoi vous le faites ?
Je suis venu à cette innovation par plusieurs voies. D'abord, j'avais des réelles convictions pour le milieu agricole avant de m'installer. Je suis non issu du milieu agricole et je suis dans le cas de plus de 60% des futurs agriculteurs qui sont non issus du milieu agricole. Et c'est depuis 2020, vous, c'est ça? Depuis 2020, voilà. Mais c'est un vrai challenge parce qu'en premier lieu, il faut trouver des terres pour s'installer et pour établir un projet agricole. C'est un projet que vous germiez depuis longtemps avant de vous lancer? Tout à fait, oui, depuis quelques années avant d'arrêter mon ancien métier dans la recherche académique. C'est ça. Et du coup, ça prend du temps de se former techniquement au métier d'agriculteur, d'en comprendre les rouages, car c'est un vrai parcours du combattant pour s'installer administrativement. Et puis, moi, j'ai fait le pari d'aller vers des transformations pour une alimentation beaucoup plus saine. D'accord. Et les boissons végétales sont pour moi un aliment qui est devenu à part entière dans les rayons des circuits bio ou conventionnels. Maintenant, on trouve en alternative au lait, vraiment pour réduire la charge en matière grasse de notre alimentation et pour diminuer la consommation de produits animaux, on trouve des grands rayons de ce qu'on appelle des laits végétaux, qu'on n'a pas le droit d'appeler des laits car ils n'ont pas les mêmes propriétés nutritionnelles. D'accord. Donc, alors, on les appelle comment alors du coup? Et il faut les appeler des boissons végétales. Voilà. Vraiment, c'est des boissons végétales qui ont un vrai intérêt nutritionnel quand même, dans le sens où elles réduisent la charge en matière grasse de notre alimentation. Pour certaines, elles sont riches en fibres, d'autres en protéines, en matière grasse. Et ça, c'est étudié au moment où vous les transformez, évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Le rapport protéinaire, etc. Exactement. Mais moi, ce que je prône en produisant ce type de boissons, c'est qu'on va avoir une alternative en cuisine pour texturer tous nos plats, pour boire aussi, bien sûr, mais qui est complètement végétale, qui, en termes d'impact CO2, est beaucoup plus faible que le lait, clairement, et qui permet de réserver le lait à des filières de qualité derrière. D'accord. Donc, moi, les boissons végétales, ça a un vrai rôle, en tout cas dans notre alimentation de demain. Alors Nicolas Estrade, vous faites partie aussi à la ferme des Granulettes, on l'a dit, du collectif fermier des Arbolettes qui réunit 7 jeunes agriculteurs et agricultrices bio installés en entreprise agricole indépendante juridiquement, c'est important. Pourquoi un collectif et pourquoi vous êtes regroupés en fait? C'est plus facile ensemble? Et oui, tout est plus facile ensemble. En fait, une ferme, c'est une unité foncière, une unité matérielle et une unité humaine. Ouais. Et en fait, le fait d'être 5 exploitations agricoles indépendantes juridiquement et financièrement, eh bien, nous avons tout ceci à l'intérieur de nos fermes, mais on mutualise plus généralement du matériel, du foncier. Le tracteur, il passe d'une ferme à l'autre, c'est ça? Et du coup, à 5 exploitations agricoles, on fait une ferme beaucoup plus grande, avec une visibilité plus solide, tout à fait, et avec une visibilité beaucoup plus importante, une multiplication des ateliers et des systèmes de commercialisation aussi, parce qu'on est tous en circuit court ou en vente directe, mais au niveau territorial, en tout cas, notre ferme est reconnue pour ses produits de qualité et bio. D'accord. Donc, en fait, comme les 2 autres lauréats de cette édition, vous témoignez de votre volonté de soutenir une filière locale pour faire vivre votre territoire aussi. Et puis, c'est un de vos leitmotifs, ça, clairement, de faire vivre votre territoire et de faire manger mieux les gens qui y habitent, en fait, tout simplement. Tout à fait, c'est la première motivation, c'est être agriculteur bio pour répondre à une alimentation de qualité et une alimentation saine et surtout vraie. Des aliments qui sont vrais, des aliments qui sont les moins transformés possibles, donc avec sans marqueurs d'ultra transformation. Et du coup, c'est vraiment fondamental d'aller demain vers une agriculture et une production de qualité qui soit saine et vraie. Voilà. Et pourtant, vous m'en parliez hors antenne, le bio, il est en crise complète en ce moment. Comment ça se fait selon vous ? Eh bien, le bio est en crise parce qu'il est plus cher, mais il est plus cher quand on regarde les
les à côté, les externalités de l'agriculture conventionnelle, eh bien, on se rend compte que tout ceci n'est pas pris dans le coût de ce qui est proposé derrière aux filières agroalimentaires pour transformer les produits. Malheureusement, une agriculture conventionnelle intensive, on ne prend pas les effets adverses sur un blé de piètre qualité qui va derrière fournir des filières agroalimentaires qui vont transformer des produits avec énormément de marqueurs d'ultra-transformation et qui va derrière avoir des impacts sur la santé qui sont importants. Et toutes ces externalités, aussi bien sur la santé que derrière sur l'environnement, les pollinisateurs, sur la qualité des sols, la biodiversité microbienne dans les sols, avec tout ce qui est pesticides. Et quand on entend le plan aujourd'hui lancé par Monsieur Macron et Madame Borne, eh bien c'est une catastrophe vraiment pour l'agriculture bio. On va avoir des chances de se récupérer avec le pacte loi d'orientation agricole qui va être débattu en juin. Mais il faut vraiment repousser. Il faut que le gouvernement vraiment soutienne la filière bio pour qu'on puisse prendre en compte le vrai prix des aliments. Et dans l'agriculture conventionnelle, ces externalités sur la santé et l'environnement ne sont pas prises en compte. Arnaud Montebourg, justement, une réaction sur ce plan pesticide dont on parle là, de Madame Borne et de Monsieur Macron. On est pris en étau entre la nécessaire montée de l'agriculture biologique, qui est une exigence du consommateur, et la concurrence économique par le dumping anti-écologique. Donc, comment vous faites, quand vous êtes agriculteur français, vous produisez des pommes sans pesticides, et vous faites casser la figure par vos distributeurs qui sont la grande distribution, qui importent des pommes avec des pesticides qui sont autorisés. Si vous l'interdisez en France, mais que vous l'autorisez à l'importation, c'est une absurdité. Il faut l'interdire à l'importation. Puisque c'est interdit, c'est donc qu'il y a un problème sanitaire, vous l'interdisez. Et là, vous avez les prix qui vont remonter du travail fait par nos agriculteurs éco-responsables. Et pourquoi ça se fait pas, ça, alors? Mais parce que le gouvernement ne veut pas affronter l'idéologie libérale du laisser-faire mondialiste de l'Union européenne. Et donc, mais excusez-moi de mettre des mots valises, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que s'il y a un problème sanitaire, dans ce cas-là, de santé humaine par rapport à un pesticide, les néonicotinoïdes posent un problème pour les pollinisateurs. Ils sont interdits. Dans ce cas-là, on interdit, y compris l'importation. Bien sûr. On l'a même pas fait pour les OGM. On interdit la production d'OGM en Europe, mais je vous en prie, vendez-nous vos OGM. Alors, où est le problème ? Non mais voilà la conséquence du libre-échange. Donc pour moi, qui suis un protectionniste raisonnable, comme le sont toutes les puissances et les nations du monde intelligentes, l'Union européenne est là, l'idiote du village mondial et la passoire de la mondialisation. Donc cette vision-là, même dans le miel, on laisse des miels frelatés entrer sur le territoire sans contrôle, pendant que tous les autres pays, même les Chinois, bloquent toutes nos exportations vers eux, en disant oui, mais vous avez la loc américaine, la loc des nosémoses, c'est-à-dire tout ce qui est absolument dans leur miel que nous consommons, mais on ne leur applique pas la réciprocité. Donc nous n'avons pas de gendarmes du commerce en Europe, et il faut Ça manque. Il faut l'exiger. Et ça, c'est le problème du gouvernement. Il n'y a que le gouvernement qui peut l'obtenir. Et qu'est-ce qui va le pousser à le faire, alors, le gouvernement ? À force de tuer l'agriculture française, il peut faire tous les plans de souveraineté qu'il veut. S'il n'est pas capable de prendre des mesures de protection de certains secteurs, quand lui, il a une exigence pour marcher vers l'agriculture biologique, et franchement, c'est vertueux, eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'il prenne les mesures protectionnistes qui vont avec. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Pas toujours simple, a priori, oui. C'est excellent avec de l'entrepreneuriat et de l'agriculteur bio et de conviction. Et oui, ce sont bien leurs points communs, mes deux invités ce soir. On vous revient avec Arnaud Montebourg, qui n'est plus à vous présenter, et l'agriculteur bio du Gers, Nicolas Estrade. Surtout, restez là, les copains. On revient tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
Merci d'écouter sur Sud Radio, sur la radio du Parlons Vrai. Vous êtes au bon endroit, c'est excellent jusqu'à presque 20h. Vous êtes ce soir avec l'homme du Made in France, Arnaud Montebourg, et le céréalier avec une éthique, Nicolas Estrade, de la ferme des Granulettes dans le Gers. Alors finalement, l'un comme l'autre, pour continuer un petit peu l'échange de juste avant la coupure, vous travaillez pour le futur, pour un futur moins empreint de certaines absurdités. Alors quid, on va commencer par vous, Nicolas Estrade, de la cécité de l'humanité quant à la gravité de notre situation climatique et puis la sécheresse dont on entend beaucoup parler en ce moment. Comment s'adapter? Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir? Est-ce que vous avez des solutions déjà? Oui, sur l'adaptation, en tant que céréalier, il faut adapter ces cultures vraiment au climat et au climat qu'on va avoir demain. Et donc, il faut commencer maintenant. Clairement, dans le sud-ouest, sur des terrains argileux comme les nôtres, les cultures d'été sont de plus en plus difficiles à réussir, et encore plus particulièrement quand on n'irrigue pas. Donc, il faut remettre en cause tous nos systèmes de production agricole et des cultures qui, malheureusement, n'ont que peu de rentabilité. Par exemple, en culture d'été, par rapport à d'autres régions de France, clairement, doivent être abandonnées. Des cultures qui demandent beaucoup d'eau, comme le maïs dans le sud-ouest ou dans le tournesol, qui malheureusement sur lesquels les rendements déclinent beaucoup. Eh bien, je pense qu'il va falloir réfléchir à d'autres types de cultures et à l'heure actuelle, il y a des filières plus vertueuses sur des cultures peut-être plus intéressantes de type sorgho, millet, qui vont pouvoir prendre la place de ces cultures. Et encore faut-il que l'ensemble des professions, que ce soit dans les agriculteurs conventionnels ou biologiques, mettent en place vraiment et réellement cette transition, parce que pour l'instant, on reste sur le même schéma productif dans tout le sud-ouest sur les cultures d'été, par exemple. Donc, il y a énormément d'alertes. L'an dernier, on a tous vu nos rendements chuter énormément. Les seuls qui s'en sont sortis, c'est ceux avec de l'irrigation. L'irrigation ne sera plus permise pour tout le monde demain. Oui, parce qu'on a un manque d'eau. Voilà. Ça va vraiment poser les agriculteurs devant des choix stratégiques, mais c'est toutes les filières d'approvisionnement derrière pour les agriculteurs en conventionnel ou en bio qui travaillent avec des coopératives. C'est l'ensemble derrière des coopératives et à combien on va pouvoir produire le quintal de blé ou de tournesol. Donc voilà, ça va être vraiment des remises en cause des filières qui doivent être dictées par... en tout cas, avec une politique un peu globale. Voilà. Vous, Arnaud Montebourg, vous l'avez dit, vous pensez que la situation est grave, en fait. Très clairement, quoi. Sur le plan économique, ça va pas fort. On a 150 milliards de déficit commercial. Nous sommes la lanterne rouge de toute l'Europe. Même la Roumanie et la Grèce font mieux que nous. Nous avons maintenant le taux de désindustrialisation le plus prononcé de tous les grands pays européens. Nous sommes passés derrière l'Angleterre, derrière l'Espagne. Ce qui était vraiment une erreur, ça. En tout cas, c'est 20 ans d'abandon de l'industrie et de l'agriculture. Donc le travail de reconstruction va être un travail de longue haleine, méthodique. Il n'est pas désespéré, on peut le réaliser, mais c'est la mobilisation de toute la société, en fait. C'est pas qu'on va pas demander au gouvernement tout. Non. Mais il doit le faire, mais nous aussi, dans nos boîtes, dans nos exploitations, on doit penser à reprendre pied et organiser en quelque sorte la souveraineté alimentaire de notre pays, en tout cas dans le secteur agricole. Sur l'affaire de l'eau, on est dans une situation, c'est vrai, critique, même si nous sommes quand même, nous avons un pays qui est quand même sous des latitudes tempérées, donc on est en droit d'imaginer que nous aurons une bonne résilience, mais on voit bien qu'il y aura des choix à faire. Les choix, il faut qu'ils soient faits de façon collective, collégiale et démocratique. Donc quand on va avoir à discuter de savoir quelles sont les cultures qu'on prohibe, celles qu'on promeut, parce que je vois bien, nous on plante des arbres qui s'appellent des amandiers, qui sont des fruits secs, donc ils consomment beaucoup moins d'eau que le melon, la tomate, les roses, donc ça c'est l'horticulture quand il en reste, il n'y en a plus beaucoup en France, eux-mêmes la pêche, l'abricot, donc ce sont des arbres frugaux qui économisent l'eau, contrairement
à l'idée reçue, parce que les Californiens ont donné l'image d'amandiers qui pompaient toutes les nappes phréatiques, parce qu'ils ont planté des arbres dans un désert aride, où il fait 52 degrés l'été. Donc évidemment, au moment où l'arbre se déploie, il a besoin très consommateur. Bah oui, ils sont allés pomper les nappes phréatiques qui ont asséché la Californie, et qui a, je le rappelle, et cette vallée du San Joaquim où se trouvent tous les amandiers californiens qui alimentent 80% de la consommation mondiale d'amandes, c'est une monoculture industrielle, ils ont asséché tellement les nappes phréatiques qu'elles consomment 4 fois plus d'eau que la ville de Los Angeles. Donc vous avez San Francisco et Los Angeles qui ont plus d'eau. Donc les élus, les gouverneurs de cette région des États-Unis ont pris des décisions et maintenant ils arrachent. Bon, donc l'arbre amandier, l'amandier est un arbre méditerranéen qui vient de Judée, de Syrie, d'Iran et qui était dans tout le pourtour méditerranéen. Donc il a sa place en Occitanie, en Corse et en Provence. Je rappelle qu'il y avait 12 000 hectares en 1948 en Provence d'amandier. Aujourd'hui, il y a 1000 hectares en tout en France. On sait bien le maximum. Et il y a eu le grand gel de 1954 qui a fait connaître le cri de l'abbé Pierre et qui a détruit les arbres. Et ils n'ont jamais été replantés au fil du temps. Et donc nous replantons cette variété qui est économe en eau. Voilà, je donne cet exemple. Mais donc il va falloir qu'on fasse des choix et ça va être difficile. Mais finalement, on a les institutions, normalement, qui devraient le permettre. Oui, bah on espère quand même à un moment donné. Alors, on va parler un petit peu de vous, Arnaud Montebourg. On imagine que c'est pas toujours simple de concilier vos convictions, qu'elles soient politiques ou personnelles, avec les lois du business. Est-ce que c'est un équilibre d'équilibriste ou pas du tout? Non, je crois pas, non. Bah, écoutez, d'abord, mes convictions, moi, je ne suis pas communiste. Je suis pas pour la nationalisation de tous les outils de travail. Je suis pour certains, oui. Je suis pour que, par exemple EDF, par exemple, Alstom. Oui, d'ailleurs, c'est en cours. Vous voyez, finalement, c'est assez banal. Mais tous les pays nationalisent. Mais je suis pour l'entrepreneuriat, je suis pour la création de valeur. D'ailleurs, on peut partager de la richesse quand on l'a créée. Donc, moi, je suis pour le partage. Et vous êtes pour la création des richesses. Le partage du risque par les banques, par exemple, par la finance. On a besoin de finance, mais de finance qui prend sa part de risque. L'entrepreneur prend sa part de risque. Mais on a aussi besoin du partage de la valeur avec ceux qui travaillent. Donc, moi, j'ai construit des alliances capital-travail où la rémunération du capital est normale, mais la rémunération du travail, qui a été un peu abandonnée pour les paysans, parce qu'on s'est mis dans la tête qu'on faisait travailler les paysans gratuitement. Mais pourquoi ? Quand vous faites un business plan, un plan d'affaires, bah vous payez tout le monde, même le dirigeant, l'ingénieur, l'ouvrier. Bah alors pourquoi on le fait dans l'industrie, on le fait dans les services, dans le numérique, et pourquoi on le ferait pas dans l'agriculture? Donc c'est ce qu'on a fait, nous. On a dit, on va payer le paysan qui travaille. C'est quand même nouveau, et je vous garantis, quand je suis allé avec François Moulias, directeur général de la Compagnie des Amandes, mon associé, on a fondé ensemble la Compagnie des Amandes, est allé à Lagnes, la section cantonale de la FDSEA, avec les élus locaux qui nous ont réunis parce qu'ils voulaient savoir s'ils allaient planter des amandiers dans cette région de l'île sur la Sorgue, dans le Vaucluse. Alors, ils ont dit, alors là, monsieur Montebourg, il y a un loup. La mariée est trop belle. Alors, j'ai dit, non, j'ai vu l'agriculture s'écrouler, des gens tomber dans la misère, dans le désespoir, qui a très bien mis en scène d'ailleurs Édouard Bergeon avec Guillaume Canet dans Au nom de la terre. Ce désespoir-là, ça m'a brisé le cœur quand j'étais élu. Et ben, je vais vous dire, on a tiré les leçons de ça. Et on essaie de construire un nouveau modèle. Donc, dans l'économie de marché, il est possible de créer des solutions alternatives. Et respectueuse des paysans et des gens qui produisent. Alors tout de même, justement, pour vous faire connaître un peu plus de nos auditeurs du Sud Radio, Nicolas Estrade, avant d'être agriculteur, ce qui date de 2020, on l'a dit, vous étiez donc chercheur en géosciences et vous avez quitté votre ancienne vie car, je vous cite, vous analysiez sans assez d'implication, c'est ce que vous m'avez dit. Et c'est pour ça, j'imagine, que vous avez choisi aussi ce métier de paysan, pour l'implication, pour donner du sens, pour en trouver un peut-être aussi. Oui, tout à fait. J'étais vraiment dans l'évaluation des contaminations de notre environnement. Et au bout d'un moment, après plusieurs études où je me suis rendu compte du manque, en tout cas pour moi, du manque d'implication de mes recherches sur la société, eh bien, j'ai décidé d'aller mettre du sens sur la Terre. En tout cas. C'est un choix courageux. Donc, tout à fait. De passion aussi. Tout à fait. Parce que vu les difficultés, il y a des contraintes techniques, des contraintes financières, et puis tout ce qu'on vient d'évoquer justement, il y a aussi peut-être la notion de liberté chez vous, le fait de ne pas avoir de patron. Est-ce que ça joue aussi? Non, ça c'est pas. C'est le rapport à la terre, quoi. C'est vraiment le rapport à la terre, et de toute façon, devenir paysan, c'est un parcours du combattant.
toutes les étapes qu'il faut franchir entre les formations techniques, les formations administratives, être conscient de l'ensemble des choses administratives à faire pour y arriver, c'est colossal. Voilà. Mais surtout, moi, ce qui m'animait, c'était vraiment de trouver du sens. Et demain, il y a un quart des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 prochaines années. Ça va être quelques millions d'hectares de terre. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Et oui, c'est surtout fondamental. Dans le bio, d'ailleurs, les agriculteurs qui partent à la retraite et qui se retrouvent à vendre leurs terres à des agriculteurs qui ne sont pas bio. Exactement. Mais ça, c'est catastrophique. Et par exemple, dans le département du Gers, qui est un des premiers départements, qui est le premier département bio en surface agricole utile, eh bien, on voit à l'heure actuelle des agriculteurs bio qui partent à la retraite et qui sont obligés, après 20 ou 30 ans d'activité en bio, de céder leur terre parce qu'ils ne trouvent pas de repreneurs. Et donc, il faut vraiment être conscient que demain, on a 5 millions d'hectares qui vont partir à la vente. 5 millions. Ouais, dans les 10 prochaines années, et qu'il va falloir en tout cas les sanctuariser. Il va falloir que ça reste dans le giron des agriculteurs. Mais comment on fait ça alors ? À l'heure actuelle, il y a près d'une société sur 10 qui se monte dans le cadre agricole, qui n'est pas une société agricole, mais qui est une société à capital ouvert, et donc qui a d'autres buts que de fédérer des agriculteurs et de faire travailler des agriculteurs. Le but, c'est quoi ? C'est la production de masse ? Oui, tout à fait, exactement. Et c'est des sociétés à capital ouvert, des grands industriels agroalimentaires, mais des groupes de luxe, et qui vont faire des entreprises vraiment agricoles destinées à la production. Et ça, c'est plus de l'agriculture. Là-dessus, on perd notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, bien sûr, mais c'est surtout qu'on perd notre lien à la terre, nous paysans. Ils vont surtout, ils vont surtout faire des paysans leurs employés et des salariés qui vont travailler selon des modes productifs décidés à Paris, avec le tableur Excel. C'est une déconnexion totale, quoi. Donc la propriété de la terre doit rester aux agriculteurs. C'est une conquête importante. Donc on va reconstituer des propriétés latifondières entre les grands groupes de luxe, des groupes étrangers d'ailleurs, français, pas français. Donc moi, ma proposition, c'est qu'on commence à réfléchir à ce sujet, puisque c'est les 10 années qui viennent, et que les millions d'hectares qui risquent de partir, ils ne trouvent pas acheteurs, si les SAFER s'y opposent, mais n'ont pas les moyens de préempter les terres, ou c'est pour la redistribuer entre les paysans autour, où finalement c'est la course aux hectares qui continue. Là aussi, c'est pas non plus une très bonne solution, parce qu'il y a un moment, ça n'a plus de sens, et les paysans eux-mêmes le disent. Il faut trouver un système de prise en charge de la terre. La terre peut être une sorte de... Il peut y avoir une fondation du bien commun dans ce pays. C'est un bien commun. Ça peut être la propriété de la Caisse des dépôts qui octroie des baux amphithéotiques, c'est-à-dire sur 100 ans, à une famille, à un paysan, et ça permettrait quand même de détendre l'atmosphère sur les prix. Je rappelle que dans la viticulture, je suis moi-même bourguignon, donc dans la viticulture, les prix, 1 hectare, on n'est pas loin de plusieurs millions. Donc plusieurs millions d'hectares, alors dans les grands crus, certes, d'accord, mais enfin, ça monte partout. Ça monte partout. Donc vous avez aujourd'hui des NIMA, comme vous et moi, Nicolas, moi je suis un NIMA. Qu'est-ce qu'un NIMA ? Non issu du monde agricole, qui ne peuvent pas accéder à la terre, alors qu'ils pourraient faire d'excellents paysans. Donc ce sujet est le sujet majeur qui vient. Et on va continuer tout de suite. Merci chers auditeurs d'écouter cet excellent sur Sud Radio avec Arnaud Montebourg et Nicolas Estrade. On continue cet excellent échange dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits poliformes. Ce soir avec l'entrepreneur et ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg et l'agriculteur céréalier de la ferme des Graноlettes dans le Gers, Nicolas Estrade. Alors Arnaud Montebourg, des vies vous en avez eu et vous les avez racontées notamment dans votre livre sorti en 2020 chez Grasset, L'Engagement, titre que vous avez donné aussi à votre parti, et puis mot qui définit dans sa globalité votre vie et vous-même finalement, c'est ça c'est assez juste, oui. C'est s'engager, aller au fond de ses convictions, pas trop faire de compromis, pas trop louvoyer, dire ce qu'on a à dire, et finalement être fier de l'œuvre accomplie, même si elle est inachevée. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux de passage sur Terre ?
Mais le langage authentique que vous utilisez, il vous a pas toujours fait des amis, mais il fait que le matin, vous vous regardez tranquille dans le miroir, en fait, hein, c'est ça. Bah, écoutez, ça vous a pas forcément aidé en politique. Non, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça peut faire en fait? Ouais, d'accord. Pas grave. Ouais. Vous avez renoncé au pouvoir, quoi. Bah, le pouvoir, le prix qu'il faut en payer parfois me paraît excessif. Donc moi, je veux pas... Si vous voulez, je veux bien faire des compromis parce qu'on en a besoin dans une société. On fait tous des compromis dans son couple, avec ses enfants, l'éducation de ses enfants, avec la copropriété, dans les associations, les conseils municipaux. C'est la vie humaine. Mais les compromissions, non. Ça va trop loin. Je suis d'accord. Alors malgré justement ces déceptions que vous avez vécues, vous avez continué à vous transformer. Il y a aussi la résilience qui vous définit bien, en particulier face aux défis qui nous attendent. C'est un mot qui vous va bien aussi, ça. On nous demande d'être résilient et se réinventer. Moi, c'est un mot un petit peu savant pour moi. J'ai envie de parler de résistance. D'accord. Vous savez, plus dans la force, quoi. Le résistant, c'est celui qui résiste à la montée de la température. Vous voyez, on connaît ça en physique, on connaît ça en électricité, en électronique. Bon, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on pense que on se trompe pas trop, autant continuer le combat. Voilà. Alors, moi, j'ai été avocat, j'ai mené des combats judiciaires. Après, j'ai été élu, c'est un peu hasard de la vie, puis je me suis retrouvé à un poste ministériel important, dans un moment difficile. J'ai mené là aussi beaucoup de combats pour notre pays, et j'ai repris ma première profession de foi, j'avais 34 ans, quand je me suis présenté en Saône-et-Loire, dans ma petite région de la Bresse bourguignonne, Louhans, Tournu, Chalon-sur-Saône, et j'ai regardé ce que j'avais écrit. Franchement, c'est exactement ce que je vous dis aujourd'hui au micro. En fait, ça n'a pas changé, c'était il y a 25 ans, presque 30. Bon, donc, finalement, la continuité d'une vie et d'un combat, un jour, ça finit par imprimer. Donc, faut prendre le temps de l'expliquer, il faut se faire comprendre. Vous n'avez rien perdu de la force de vos convictions, en fait, même elles se sont renforcées. Je suis intact. Je suis intact, j'ai résisté, voilà, j'ai résisté au temps, au ravage du temps. Voilà. Vous n'avez pas perdu votre verve, effectivement. Et puis alors, vous aussi, Nicolas Estrade, ce premier mot, l'engagement, c'est ce qui définit votre chemin de tous les jours finalement, parce que sur votre nouvelle route de céréaliers à la ferme des Granolades, vous vous engagez pour la terre, vous engagez envers la population, que vous alimentez mieux. Enfin, c'est un mot qui vous parle bien aussi. Tout à fait, l'engagement, c'est... Et la résistance aussi? Et la résistance, oui, tout à fait. Je suis plus dans la partie contre-pouvoir que pouvoir dans tous les cas. Donc oui, c'est quelque chose qui nous caractérise tous, en tout cas tout pourvoyeur d'agriculture paysanne, j'ai envie de dire. Ce mot paysan, c'est un mot important pour vous aussi, vous l'avez dit plusieurs fois, et vous l'assumez, vous le revendiquez en fait. Exactement. L'agriculture paysanne, c'est vraiment quelque chose qui porte des valeurs, voilà, qui est porté derrière. Forcément, allez-y, dites les valeurs un peu. Par des structures qui sont politiques, bien sûr, mais c'est aussi vraiment tout un tas de valeurs sur qu'est-ce qu'une agriculture à taille humaine, une agriculture de qualité, une agriculture où on fait bien commun de tout ce qu'on produit et qu'on peut offrir à tout le monde dans ce qu'on vend après en tant que... Puis il y a une histoire de dignité aussi, hein. Oui, bien sûr, oui, pour beaucoup la dignité du travail que vous faites aussi, ce qui rend digne ce travail, c'est ce que vous offrez à la population ensuite, quoi. Tout à fait. Et derrière, c'est aussi un réseau c'est un réseau de personnes qui se mobilisent pour des causes. Vraiment, sur la grippe aviaire, dernièrement, il y a eu énormément de mobilisation de cette agriculture paysanne pour défendre un élevage de plein air, un élevage de qualité. Il y a eu énormément de mobilisation là-dessus. Et je pense que l'agriculture paysanne qui est sur des petites structures, des structures à taille humaine, a énormément d'avenir devant elle pour défendre chacun des territoires. Et va permettre d'éviter aussi les épidémies à venir, etc., du monde futur, quoi. Oui, tout à fait. Et ça va augmenter non pas la résistance, mais vraiment la résilience de nos territoires. Parce que installer des gens sur des petites surfaces agricoles, demain, c'est 60% des installations qui vont être faites par aujourd'hui aussi, par des non issus du milieu agricole. Mais ceux-là, il faut qu'ils trouvent des NIMA. Il faut qu'ils trouvent
trouvent de la terre et il faut réussir à les installer. Et dans le cadre de cette agriculture paysanne, avec des installations, avec avec ce qu'on appelle les ADR, donc les associations de développement de l'agriculture rurale. Et on va avoir clairement plein d'installations qui vont se faire sur des petites surfaces, des petites fermes et qui vont alimenter les territoires. D'accord. Alors, il faut le défendre. On l'entend et on transmet le message aux auditeurs qui nous écoutent ce soir. Alors, il y a aussi en commun pour l'un comme pour l'autre le mot transmettre et la question: que va-t-on laisser aux générations futures, à commencer par nos enfants? Arnaud Montebourg, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? On a un monde quand même qui a beaucoup détruit la nature. Quand on regarde les sols, prenons l'affaire des sols. Moi, j'ai commencé, mon grand-père, il plantait des sapins dans le Morvan, et on allait râper les sapins. Ça s'appelait comme ça, j'avais 3-4 ans, c'était dans les années 60. Il avait la 202 Peugeot, l'Alphonse arrivait avec son tracteur, il passait, il nous dépannait. Enfin, il y avait une société rurale qui vivait avec la nature. Bon, là, il s'est passé... Bon, tout ça, ça a été abandonné, l'agriculture de montagne, la sylviculture. Donc maintenant, les prairies qui existaient sont devenues des forêts. D'ailleurs, vous avez vu que la surface forestière française a augmenté, elle a rattrapé. Il y a beaucoup d'actions pour ça. Elle est même plus importante qu'existait à la Révolution française. Vraiment. Montrant que la terre est une déprise agricole. Quand une déprise, ça veut dire qu'il y a 20% de la surface agricole utile aujourd'hui qui n'est pas exploitée. Bon, donc à la fois, on a une intensivité de l'agrochimie qui a quand même beaucoup détruit. On trouve dans les sols des molécules qui sont interdites depuis 50 ans aujourd'hui. Il faut le dire. J'ai un docteur en géosciences devant moi. Je lui demande sa confirmation. Je parle sous son autorité. Mais bien sûr. Et puis on n'arrive pas à enlever. On a ça, et en même temps, on a un modèle agricole qui s'écroule puisque on trouve plus des personnes pour cultiver la terre. Donc il va bien falloir qu'à un moment ou à l'autre, on augmente les prix agricoles, on rémunère le travail. On rémunère aussi la baisse du rendement nécessaire lié à l'agroécologie. Nous, on a des vergers bio. On a aussi des vergers en haute qualité gouvernementale. Voilà, c'est un lapsus curieux. Bah oui, c'est de la haute qualité gouvernementale de mon verger. Ok, d'accord. De la haute qualité environnementale. Selon les choix de nos partenaires paysans. On a des modes, on a du plein vent, on a des haies fruitières, bref, tout ça. Chacun mène son verger parce qu'on respecte Donc la liberté d'entreprendre de l'agriculteur, du paysan. Mais on s'associe avec eux. Alors on regarde si tout ça, ça tient debout, bien sûr, et puis après on le finance et on met en commun nos moyens. Donc y compris, c'est une sorte de CUMA, la compagnie Zamant, c'est-à-dire qu'on met en commun les moyens agricoles. C'est ce que vous faites sur votre ferme collective. Il nous reste peu de temps, Nicolas Estrade, mais vous pouvez répondre. La mise en moyen la mise en commun des moyens, ça permet effectivement, si tout le monde faisait ça, finalement, le sol et le monde se porteraient mieux. Tout à fait. Après, il faut, à chaque échelle de production, il faut arriver à mettre des moyens en commun sur les différentes étapes de la production agricole. Ouais, c'est fondamental. C'est la première solution, quoi. Oui, après, elle est déjà appliquée pas mal dans le monde agricole, ça c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir sauvegarder les terres pour demain, sauvegarder les terres, les pratiques agricoles. Donc, on a des réseaux pour ça, notamment, je pense à Terre de Liens qui va pouvoir qui a une visibilité au niveau national, qui sanctuarise, qui rachète des fermes, qui sanctuarise des terres et qui permet vraiment d'installer des gens comme moi, des NIMA, des non issus du milieu agricole. J'aurais appris un mot aujourd'hui. C'est la nimaïsation de l'agriculture. Moi aussi, je suis un NIMA. On a une bonne tête tous les deux, Nicolas. Vous en sortez bien. Alors très très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, vous allez me répondre à la dernière question de cette émission. On va commencer avec vous, Nicolas Estrade. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Continue. Ouais.
Vous êtes content en fait? Vous y serez content, ce petit garçon, et se projeter là où vous êtes aujourd'hui? Non, pas forcément, non. Mais en tout cas, oui. D'être en phase avec ses convictions, les convictions que j'ai pu développer, en tout cas que j'ai pu acquérir par de la lecture quand j'avais 16-18 ans, et qui m'ont toujours porté, et qui continuent à me porter, et qui me permettent en tout cas d'avancer et de mettre mes convictions en pratique maintenant avec le travail de la terre, et donner une alimentation saine et de qualité à tous ceux qui m'entourent. Bravo, c'est vertueux, bravo, c'est excellent. Et vous, Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous diriez à ce petit garçon, à cet enfant que vous étiez? Mais je lui redirais la phrase que j'adore d'Oscar Wilde. Oui. Faites en sorte que vos rêves soient les plus grands possibles pour qu'il en reste toujours quelque chose. C'est parfait. On va finir là-dessus. C'était excellent. Arnaud Montebourg, Nicolas Estrade, merci à tous les deux d'être venus par les studios de Sud Radio. Merci. Et merci à tous d'être là, mes chers auditeurs, au rendez-vous tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Arnaud Montebourg, une actu, un message à passer aux auditeurs avant qu'on raccroche? Défendez la France, tous, là où vous êtes, avec nous. C'est une chaîne invisible d'amour de notre pays qu'il faut défendre. Et avec ça, on va s'en sortir très fort. Et ben voilà, l'amour, c'est une solution. Pour vous, Nicolas Estrade, les boissons végétales de la ferme des Granolettes, les petits grains des Arbolets, pour ceux qui ne sont pas dans votre région, elles sont disponibles sur le site, hein, c'est ça, www.granolets.fr? Non, elles ne sont pas disponibles. D'accord, il faut venir à la ferme en fait. Non, ou dans les points de vente en Occitanie. En Occitanie. Voilà. Pour les points de vente sur le site internet, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à Bastien Malric, mon réalisateur du jour, à Sud Radio, ses équipes. C'est excellent en intégral à réécouter sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, Deezer, etc. À dimanche prochain, les copains. Je vous embrasse. C'était excellent. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair.